Je suis très content d'être une nouvelle fois dans le mensuel, sur le mensuel, parce que c'est voilà, un média qu'on aime, qui parle de nous, et on est toujours très très heureux de venir sur le mensuel. Bien sûr que quand tu n'as pas joué depuis 6 mois, même une pièce que tu as jouée presque 500 fois, comme moi j'ai joué La Machine, tu es sur des trucs de texte. Je vais pas te mentir, pendant les 2 confinements, je me suis pas refait le texte tous les jours. Donc il y a un petit travail pour se remettre le texte en mémoire, et les changements de costumes, les machins, les trucs. Donc il y a cette petite tension qui ressemble, comme tu le dis, au track des premières, où on est encore frais sur le texte et tout. Mais surtout, il y a une espèce d'émotion de retrouver le public après un moment de privation. On a vachement parlé de la galère pour nous, pour les acteurs, pour les artistes, pour les intermittents du spectacle, pour tous ceux qui travaillent dans ce milieu-là. Et on n'a pas beaucoup parlé aussi de la privation dans le public, de gens qui nous disaient ça nous manque, le théâtre me manque, le spectacle vivant me manque, les captations de ci, de là ne me suffisent pas sur Internet, je veux voir du spectacle en vrai, je veux voir du théâtre en vrai, je veux voir des acteurs en vrai. Et quand on voit le public qui revient distancié, masqué, il y a comme un acte de résistance qu'ils ont, et une preuve qu'ils veulent nous donner de présence qui est très 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 émouvante. Et je pense que pour tous les copains qui ont repris leur spectacle, les représentations sont très belles parce qu'il y a de la ferveur des 2 côtés, sur le plateau et dans la salle. Donc pour Turing c'est pareil, on a retrouvé un public presque militant, quoi, content d'être là, et comme ça fait écho au message de la pièce, c'est super beau. Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret? Un grand secret? Qu'avez-vous fait pendant la guerre, monsieur Turing? Je construis une machine capable de calculer, mais aussi de réfléchir, de lire ou de faire de la musique. Ah ouais, un jukebox. Je te présente Enigma. Ce fou d'Hitler est en train de nous précipiter vers une seconde guerre. On boucle donc cette saison chaotique de tournée ici à Antibes avec la Turing. On va reprendre la tournée de La Machine de Turing. On reprend au Palais Royal le 18 août, j'espère pour une saison, et on repart en tournée pour une saison entière. Je jouerai l'un et l'autre. Quand je suis pas en tournée, je viens jouer à Paris, sinon c'est Mathias Simon qui joue, et puis il y a pas mal d'acteurs maintenant qui jouent dans le spectacle, donc ça repart, et c'est tant mieux. On s'est dit aussi avec Thibaut Houdinière, mon producteur, et avec Tristan, mon metteur en scène fétiche, on s'était dit que ça valait peut-être le coup d'être là avec la création, avec la nouvelle pièce, et de ne pas attendre d'être plus dans le confort l'année prochaine. Donc on va monter ma nouvelle pièce, La Maison du Loup, au Chêne Noir, dès le 7 juillet. Nouvelle aventure, tout repart à zéro, nouvelle écriture. Pas complètement à zéro, parce que c'est quand même la même équipe artistique. Amaury de Crayancourt, qui a créé avec moi La Machine de Turing, jouera dans la pièce le rôle de Jack London, le personnage emblématique. Anne Plantet, avec qui je jouais dans Rupture à domicile, la pièce de Tristan, et Charmian, la femme de Jack, et moi je joue le 3e personnage. Donc voilà la nouvelle aventure, mais quand même en famille. Bienvenue dans la Maison du Loup. Je suis Jack London, mon vieux. L'auteur le plus célèbre d'Amérique. J'aimerais acheter les droits de votre article, L'homme du donjon. Acheter? Comment ça, acheter? Ce n'est pas du tout ce que vous m'avez écrit. Alors, vous avez quoi en boutique? Hein? L'homme du donjon est une histoire pour Jack. Je le sais, je le L'unique sens. but de cette histoire, comme vous dites, est d'éviter la corde à Jacob Heimer. Je suis tombé sur un autre livre qui s'appelle Le Vagabond des étoiles, qui est le dernier roman de London. Là, en lisant ce livre, j'ai eu, un peu comme quand j'ai rencontré Turing par hasard, une espèce de truc, je me dis tiens, là, il y a quelque chose qui répond à ce que je cherchais, puisqu'en fait c'est l'histoire d'un type qui voyage, mais qui voyage dans sa tête. C'est l'histoire d'un prisonnier qui est enfermé, à qui d'ailleurs on inflige une torture abominable qui est la camisole de force, et pour s'en libérer, virtuellement, hein, parce qu'il y reste dans la camisole, mais pour s'en libérer, pour supporter la douleur, il s'auto-hypnose, en tout cas il la prend, et il voyage dans sa tête. Je me dis tiens, voilà une belle forme de voyage qui rappelle un peu le voyage au théâtre finalement, puisque on n'est pas en camisole, mais on est assis dans un fauteuil, on ne peut pas bouger et on voyage quand même. Donc je me dis, tiens, il y a une espèce de mise en abîme là qui m'intéresse.
Et après, j'ai découvert que ce roman, en fait, London ne l'avait pas inventé, mais que c'était une histoire vraie. Alors moi, ça me touche, ça m'intéresse. Qu'il avait vraiment rencontré le type, qui avait vraiment vécu ça. Et en fait, j'imagine les circonstances de cette rencontre, comment ce prisonnier qui a appris cette technique d'auto-hypnose, comment a-t-il rencontré London, comment lui a-t-il transmis cette histoire, pourquoi London s'en est-il emparé. La pièce raconte ça, et j'imagine que tout vient d'une femme, la femme de Jack, qui sentant son homme un peu en perte de vitesse, un peu en perte d'inspiration, en perte de flamme, va faire venir ce prisonnier pour lui, quelque part, lui offrir ce sujet que Jack va transcender et écrire ce livre qui, in fine, provoquera une réforme du système pénitentiaire. Donc voilà, j'aime bien cette espèce de mise en abîme entre le voyage de ce prisonnier, et puis le voyage de l'inspiration, le voyage que Jack va faire pour aller vers cette histoire, la prendre, l'écrire, la transformer. Donc voilà, plein de voyages multiples, et ça fait la pièce entre ces trois personnages qui se tournent autour, s'aiment, se cherchent, se défient et créent ensemble. Pas attendu que l'inspiration vienne. Je lui ai couru après comme un dératé. Et quand je l'ai enfin attrapé, je l'ai serré là, dans mes poings. Je me suis mis à écrire. Ouais. Je me demande ce que vous avez fait pour mériter 15 ans de prison. L'histoire de Jacob aurait pu être la vôtre. Sois tranquille, je suis au sommet de ma forme. Mais toi, prends garde, hein. Qui sème le vent récolte la tempête. Jack ne sait pas vraiment d'où il vient, et la femme de Jack d'ailleurs, au départ, pense qu'elle a invité un journaliste qui raconte une histoire de prison comme ça, et on découvre qu'en fait, c'est pas un journaliste qui racontait une histoire, c'est le type qui l'a vraiment vécu, et tout s'emballe. Et puis voilà, sur cette terrasse, comme ça, va se tramer quelque chose d'assez fort, d'assez tragique aussi, entre eux, qui va les amener à tour de rôle à se révéler, en tout cas révéler leurs faiblesses, leurs failles, parce que, un peu comme avec Turing ou dans les choses que j'écris, je trouve que la création n'est pas forcément triste, mais elle procède souvent de quelque chose qui part d'une fragilité, d'une faiblesse, d'une quête, d'un besoin. La théorie, je l'expliquais à un spectateur hier, parce que sur Turing, ça l'avait dérangé finalement que je parle autant de la vie privée de Turing. Donc je reviens à Turing une seconde. Il me disait pourquoi montrer sa vie privée? Je lui dis mais parce que, selon moi, mais c'est pas une thèse, c'est que ma vision. La quête amoureuse de Turing, la quête de Christopher, tu te rappelles, cet ami d'enfance disparu, elle est à la base de beaucoup de choses, et même de ses recherches scientifiques. Ça n'est que mon avis, mais c'est mon avis. Et chez Jack, je pense que ces idéaux perdus, cette quête d'amour, ce combat, cette flamme socialiste qu'il avait, cette révolte politique qu'il a un peu perdu, le succès venant, l'argent venant, et bien finalement cette histoire de prisonnier va lui faire retrouver la flamme, donc l'étincelle d'écriture. Donc voilà, la pièce parle de ces processus-là. On m'allonge à plat ventre dessus. L'autre gardien rabat les deux côtés. Ed, pourquoi vouloir tant sauver Jacob? Vous avez une dette envers lui. Laissez-moi maintenant, je ne veux pas parler, je ne veux pas parler de pourquoi? ça. Laissez-moi! Je ne veux pas raconter notre histoire. Il y a aussi quelque chose qui va être merveilleux dans cette représentation ramatuelle, c'est que c'est en plein air, comme tu le sais, et la pièce, c'est la Maison du Loup, mais en fait ça se passe sur une terrasse de maison. Donc on va jouer la pièce en plein air pour l'instant peut-être la seule fois, et donc ça va être très émouvant d'être presque dans les vraies conditions dans lesquelles ça se passe, c'est-à-dire la pièce se passe à la tombée du jour, comme ça, le passage du jour à la nuit entre chien et loup, comme on dit, et on va vraiment être dans cette ambiance. En plus ça se passe l'été, au mois d'août, avec une journée de chaleur. J'espère que ce sera exactement le cas, qu'il pleuvra pas, qu'il n'y aura pas trop de vent, et on va pouvoir jouer la pièce un peu en connexion avec les éléments. Et comme c'est une pièce justement qui parle de création, qui parle d'écriture, puisque c'est à la rencontre de Jack London, mais c'est aussi une pièce qui est très très en connexion avec les éléments, la terre, l'air, l'eau, le feu. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de feu, mais donc le fait d'être en connexion comme ça avec le cosmos, je suis sûr que ça va nous donner une espèce d'émotion, d'émotion différente. Ouais. Mais ça, moi, chaque fois que j'ai joué en plein air, d'abord j'adore ça,
J'adore ça. Et tout d'un coup, tu retrouves un truc un peu antique, un peu, tu sais, comme dans ces grands théâtres grecs, tout ça. Tu prends de l'ampleur, tu joues large. Et il y a quelque chose de sacré, un peu, que je trouve très beau. Moi, j'aime bien cette dimension-là dans le théâtre.